Mathieu Roy est en direct de Las Vegas au Consumer Electronics Show. Mathieu, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac, vous allez bien? Bien, vous-même. C'est vrai que tu fais Oui, Elvis oui. Story à Las Vegas? Oh, on vous a mal informé. Non, je fais le spectacle burlesque un peu plus dans le vieux Vegas, là. Ah J'ai oui? des petits pompons, puis tout ça, en tout cas, C'est le fun. on y reviendra. Vous irez Ah, sur mes médias sociaux pour plus de détails. OK, as-tu ressorti ta plume? Ta célèbre plume de ton show. OK, c'est correct. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé au Consumer Electronics Show, Mathieu? Ben, écoute, des tonnes et des tonnes de produits comme à chaque année. Le CES, comme tel, le grand salon avec les 2,1 millions de pieds carrés, ça commence aujourd'hui. 2,1 millions de pieds carrés, c'est 147 patinoires de hockey. C'est énorme. C'est 3 fois le Louvre. Ce que vous voyez en ce moment, c'est les images de ce qui s'appelle le CES Unveiled. C'est ça qui lance un peu les activités médias ici à Las Vegas pour le Consumer Electronics Show. On voit là-bas à peu près de tout, mais en avant-première. C'est seulement les médias qui sont invités à aller rencontrer des inventeurs et des créateurs de produits pour justement les faire rayonner. Et il y a déjà des comités qui ont sélectionné des produits qui se sont démarqués lors de ces présentations-là. Donc là-bas, il y avait donc toutes sortes de compagnies dans toutes sortes de domaines. Et de plus en plus, on remarque à quel point la techno s'est rendue extrêmement grand public. Et pas pour, entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde, mais là, on s'intéresse aussi à des marchés qui étaient négligés par la techno. Je pense, par exemple, aux enfants, aux bébés. Je pense aussi aux personnes en perte de facultés cognitives, des personnes qui prennent en âge, qui ont de la difficulté à se déplacer, et aussi des gens qui peuvent avoir des handicaps. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde, même vos animaux, M. Dutrisac, sont pas laissés pour compte. Mais même les animaux et les personnes âgées. Non, il y a des... Non, écoute, il y a des mangeoires à oiseaux connectés qui vont donner la bonne quantité de graines. Oui, il y a même des petites gamelles pour les chats, puis on peut savoir quelle quantité de nourriture le chat a pris. Et il y a même des petits portillons qu'on va mettre dans notre porte d'entrée pour faire sortir les animaux. Et si tu ne veux pas qu'un raton laveur rentre dans ta maison parce que la porte, elle rouvre automatiquement, eh bien, c'est possible de quoi? D'avoir une reconnaissance de ton animal pour que la porte ouvre lorsque c'est le tien. OK. Mais là, quand tu dis, Mathieu, des bébés et puis des poupons, on va pas commencer. Déjà, on les met devant des tablettes à 6 mois. Là, on n'est pas en train d'endoctriner les enfants, là. J'étais bien préparé et outillé à faire face à cette réplique. Monsieur Dutrisac, je vous connais. Non, c'est particulièrement dans le monde médical. Je pense, par exemple, à une chaussette, un petit bas qu'on met à un nourrisson, et dans le bas, il y a un capteur qui va être capable de prendre en considération sa température, ses pulsations cardiaques et aussi son taux d'oxygène. Ce qui fait en sorte qu'on est capable d'arriver, par exemple, devant le médecin si l'enfant a une condition particulière avec un historique vraiment plus précis que, par exemple, les moments où on pense à aller prendre sa température, qui, règle générale, est faite de façon assez invasive aussi, là. Oui, un petit bas, c'est plus sympathique. Et là, tu veux nous parler, Mathieu, de la chaise roulante du futur. Justement, quand on parle de personnes avec des difficultés de mobilité, regarde ce fauteuil roulant, c'est le EV1. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a passé des années de recherche et de développement et on s'est inspiré des voitures autonomes pour faire quoi? Pour faire un fauteuil roulant dont les roues vont être capables de tourner de manière extrêmement précise, extrêmement serrée aussi. Donc, on va pouvoir aller et naviguer dans des maisons, des appartements qui sont souvent de plus en plus petits. Mais l'autre chose qui est franchement intéressante, c'est qu'il y a un petit écran que vous voyez à la droite en ce moment. Eh bien, ça va cartographier ce qu'on est capable de détecter avec le fauteuil. Donc, on va utiliser les mêmes technologies que les voitures autonomes, des ultrasons, des lidars, et comme ça, on est capable d'appuyer sur l'endroit où on veut aller. Le fauteuil va nous y amener sans même qu'on ait à manipuler le dit fauteuil. Et s'il y a, par exemple, un obstacle ou encore une personne, bien, le fauteuil, naturellement, va être capable d'éviter l'obstacle et de se rendre à son point. On va pouvoir aussi dire, j'ai faim, par exemple, au fauteuil avec un système de reconnaissance vocale. Il comprendra que s'il est dans la maison, qu'il doit aller à la cuisine. Donc, il y a une espèce de compréhension aussi du contexte dans lequel on se trouve. Et ça, évidemment, pour l'instant, c'est hors de prix, mais on utilise des technologies qui sont quand même très avancées pour justement le bénéfice de personnes qui ont des problèmes de mobilité. Puis on donne aussi de la dignité à des gens qui peut-être autrement resteraient à la maison, là. Mais ces chaises-là, c'est des Tesla, quoi?
C'est pas des Tesla, mais je dois t'avouer qu'ils utilisent sensiblement les technologies que Tesla utilisait dans le passé, notamment les lidars. Bon, Tesla a changé un peu leur technologie, mais honnêtement, j'aime beaucoup lorsqu'on utilise comme ça des technologies qui étaient réservées à, je dirais, le très haut de gamme, mais qui, avec le temps, se sont démocratisées parce que en technologie, quand quelque chose sort, c'est souvent hors de prix. Tu sais, les premiers lecteurs DVD, c'était c'était des milliers de dollars. Les premiers écrans plats, c'était 12, 13, 14 000 $. Aujourd'hui, on parle d'un écran 42 pouces comme étant un tout petit téléviseur qui est pratiquement soldé sous les 500 $ presque tout le temps. Mais il y a de ça 10 ans, ça valait 15 000 là. Ouais. Les mini-autobus autonomes. Zoox, Z-O-O-X, eux, ils sont en ce moment dans les rues à Las Vegas. Ils sont débarqués. Ils sont aussi à San Francisco. Donc là, on règle le problème, justement, de l'espace dans ces minibus-là. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il n'y a pas de conducteur, pas de volant. En fait, c'est 100% pour pouvoir déplacer des gens. Donc, l'année passée, ils étaient en démonstration. Cette année, avec l'application, on peut appeler le véhicule, dire où on va et il va nous amener à bon port. Bon, évidemment, c'est toujours fait sous supervision avec les ingénieurs de chez Zoox, bien souvent à distance. Mais pour avoir essayé en Californie le Waymo, là, les voitures de Google, l'expérience, elle est vraiment bluffante. Et on règle un problème aussi avec Zoox, c'est le fameux problème du volant. Parce que quand tu es assis dans une voiture sans chauffeur, ce qui est un peu, je dirais, contre-intuitif, c'est de voir le volant tourner de lui-même. Il y a quelque chose de fantomatique là-dedans et très inconfortable. Alors, pour régler notre inconfort, on enlève le volant puis les pédales de gaz et de frein. Ça, l'as-tu essayé, ça? Le Zoox, je ne l'ai pas essayé. J'ai essayé la Google Car, par exemple. Okay. Et à Las Vegas, il y a 8 ans à peu près, j'avais essayé une compagnie et j'avais été jeté sur le derrière. À l'époque, il n'y avait personne derrière le volant, seulement un ingénieur avec un bouton rouge prêt à arrêter s'il y avait quoi que ce soit. Et à Las Vegas, et je veux pas, en tout cas, je veux pas, c'est pas un préjugé, mais disons que, comment je dirais ça? Je dirais que il y a un facteur particulier, c'est l'imprévisibilité de l'être humain ici, là. Il est difficile à prévoir un peu à Vegas. Oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. J'ai vu le reportage de 60 Minutes, Mathieu Roy, sur Hyundai puis les robots humanoïdes. Ça fait presque peur. Non, ça fait peur. Allons-y, on peut se livrer, Benoît. On est entre amis. Nous nous connaissons depuis des années. J'ai eu un certain inconfort quand j'ai vu ça, surtout quand ils ont dit la phrase « Les robots apprennent des humains, les robots apprennent maintenant des robots ». Oui. Il me semble que je l'ai vu, ce film-là. Oui. Ça finissait rarement bien. OK. Ce que vous venez de voir, c'est vraiment important. Ça, là, c'est Atlas. Atlas, lui, c'était le robot de développement de Boston Dynamics qui a été acheté par Hyundai. Et Atlas faisait déjà plusieurs tâches. Il était précis, il était délicat, il était habile, il était capable de soulever des poids importants. Et hier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit « Hey, la gang, moi, je m'en vais. Voici Atlas version commerciale. » C'est ce robot davantage bleu que vous avez vu aussi. Lui va pouvoir être déployé comme ça dans des milieux où le travail est à la chaîne, est éreintant et dangereux. Hyundai a déjà l'intention d'en utiliser aussitôt qu'en 2028 dans certaines de ses usines. Donc, moi, je m'attendais à aller voir peut-être quelques nouveautés dans le monde de l'automobile chez Hyundai. À rien sur l'auto. Tout était orienté vers les robots. Et là, l'autre grand coup de théâtre, c'est qu'il y a un partenaire majeur qui s'est associé à Hyundai et Boston Dynamics. C'est Google avec DeepMind. DeepMind, c'est l'apprentissage profond. C'est une forme d'intelligence artificielle qui va permettre à ces robots-là, finalement, d'avoir l'intelligence artificielle la plus avancée, ou en tout cas une des plus avancées en ce moment. On a les robots les plus avancés, l'intelligence artificielle la plus avancée. On vient de fusionner ça ensemble. Le robot devrait être normalement capable de réaliser des tâches sans qu'on lui explique comment faire la tâche. Donc, si par exemple, on dit « mets les pommes dans le bol », puis que le bol, on le tasse, il faut qu'il comprenne qu'il ne met plus les pommes en la même place. Il faut qu'il les mette ailleurs. À regarder quelqu'un faire des lacets, il va peut-être être capable de faire mes lacets quand j'aurai un mal de dos carabiné puis que je serai plus capable de me pencher. Et si tu mets un gun dans les mains de ces robots-là, on vient de changer la trame narrative. Ben, ça dépend, parce que si tu fais juste se battre entre eux autres des robots, à la rigueur,
qui se battent entre eux autres, c'est si à un moment donné, on vient à en arriver à un point où les robots vont être un danger pour l'humain. Et là, on se retourne à Isaac Asimov, qui a de ça des lunes, avait déjà établi les règles de la robotique. Puis une de ses principales règles-là, c'était le robot ne fera jamais mal à l'être humain. Maintenant, on avait vu aussi le film qui avait été dévié de ça, E-Robot avec c'était Will Smith. Qu'arrive-t-il quand l'être humain est un danger pour lui-même? Est-ce que le robot doit se débarrasser de l'être humain? J'aime beaucoup tout le côté très philosophique parce qu'il y a tellement de questions qui arrivent avec les nouvelles technologies. Puis, évidemment, le législatif n'est pas prêt pour ça, mais notre propre capacité à accepter ces technologies-là aussi, ça va plus lentement dans notre tête que dans le monde techno. Donc, on a vraiment un travail complètement fou à faire en ce moment. Je vous parle de voitures autonomes comme si c'était d'un naturel pour moi, mais je me rends compte en jasant avec des gens dans mon entourage que c'est une lubie, là. C'est quelque chose qui n'existera jamais de leur vivant à les entendre, là. Bon. Mathieu Roy, il faut qu'on se quitte, malheureusement, là, mais on va sûrement se reparler. Parlons-nous à ton retour de Las Vegas. Un gros merci. Ça va me faire plaisir. À la prochaine, Benoît.